Il y a plus de 100 ans, Karl Marx a écrit un livre devenu le manifeste du Parti communiste, Le Capital. Depuis, le communisme s'est propagé de par le monde jusqu'à sembler s'étendre sur près de la moitié de la surface du globe. Mais son déclin est à présent incontestable aux yeux de tous. La conclusion qu'on pourra tirer de cette gigantesque expérimentation philosophique de plus de 100 ans se résume en ce simple énoncé. Ceux qui aiment la pauvreté resteront pauvres. Plus de 100 ans étaient nécessaires pour démontrer une loi si élémentaire. Quel est le fondement du marxisme? On peut répondre qu'il constitue une justification de la pauvreté. La philosophie du marxisme peut être condensée dans cette proposition claire et simple. Nous sommes pauvres parce que quelqu'un nous prive de notre richesse, parce qu'il existe des exploiteurs. Les pauvres ont toujours raison et les riches ont toujours tort. C'est pourquoi il faut éliminer les riches par la violence et la révolution, de manière à créer des communes de pauvres où tous puissent vivre de manière égalitaire. Si vous adoptez cette doctrine, vous n'échapperez jamais à la pauvreté, car vous perdriez la justification de votre idéal en devenant riche. La pauvreté vous permet de démontrer votre vertu. Par contre, en devenant riche, on vous qualifiera de bourgeois et vous deviendrez la cible d'attaque. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais devenir riche, mais vous pourrez toujours continuer à justifier votre pauvreté. Quel genre d'attitude mentale un tel raisonnement engendre-t-il? Vous commencerez d'abord par rechercher les facteurs externes de votre échec. Par exemple, vous insisterez sur le fait que c'est la faute au gouvernement, que les grandes entreprises sont diaboliques, que c'est la faute d'un tel, de l'environnement, de l'époque, de l'économie, et ainsi de suite. À la base de votre manière de penser se trouve une mentalité de victime, de sorte que ce que vous endurez actuellement résulte toujours de facteurs extérieurs. Bien que l'être humain puisse avoir une propension naturelle à adopter ce genre d'attitude, on conçoit aisément que si le nombre d'adeptes d'une telle théorie venait à croître, toute activité positive cesserait en ce monde et la jalousie s'en trouverait ainsi légitimée. Cette doctrine encouragerait les gens à invoquer un motif rationnel pour couvrir leurs sentiments d'envie, allant jusqu'à échafauder un plan pour supprimer ceux qui réussissent, en les accusant d'atteindre leurs fins par des exactions multiples. Il est cependant tout à fait évident que celui qui raisonne ainsi s'interdira du même coup la réussite pour lui-même. Prenez l'exemple d'un enfant. Un élève peut en envier un autre, plus fort que lui à l'école, et proclamer qu'il réussit parce que ses parents sont riches et peuvent lui payer des cours particuliers. Il se plaint de ses propres parents et de son environnement. Mais aucun enfant n'a jamais réussi dans ses études en se cachant derrière ce genre d'excuses. Ceux qui réussissent font preuve d'assiduité et fournissent de vrais efforts dans la situation qui est la leur, quels que soient les avantages de leur père. À l'inverse, les enfants qui se lamentent continuellement de l'injustice de leur situation n'excelleront jamais dans leur scolarité. Ils cherchent simplement un prétexte pour ne faire aucun effort. Dès que nous commençons à trouver des excuses à notre manque d'efforts, notre nature humaine nous pousse à justifier continuellement cette paresse. La grande expérience qui le prouve a été mise en œuvre pendant plus de 100 ans. Les adeptes d'une philosophie donnant raison à la jalousie ont édifié leur nation, laquelle connut ensuite un effondrement pathétique, conduisant son peuple à une misère encore pire. La leçon est à présent comprise. Quelques professeurs marxistes nient toujours cette vérité, mais ils ne sont plus de notre époque. Il n'y a au fond qu'un seul principe. Le monde dans lequel nous vivons change selon l'attitude mentale que nous adoptons et déployons.